nécessaires sur la question. Donc, avançons avec les chiffres de l'Observatoire de la jeunesse. 47% des jeunes pensent que le salafisme djihadiste n'est pas acceptable et 70% de la totalité de l'échantillon pensent qu'il n'est pas acceptable. Donc, cela veut dire que 30% de l'échantillon n'ont pas de problème avec la violence. Et là, tout de même, on s'approche du tiers de la population. Probablement une partie de ceux qui ont répondu par provocation, ou ont répondu parce qu'ils n'ont pas de projet personnel, ou parce qu'ils ne connaissent pas la portée de la théorie du salafisme djihadiste, mais tout de même, 30% ne pas avoir de problème avec la violence, c'est assez alarmant. Donc, encore une fois, je reviens à cette étude et je m'arrêterai sur cette partie de cette étude. Page 31 de l'étude, on demande à l'échantillon, une deuxième fois, qu'est-ce qu'il pense du soufisme. Vous savez très bien que la Tunisie, par rapport à la doctrine du pays, c'est un pays qui a, depuis le début de l'islam, prêché un malikisme ash'arite, mais aussi qui a connu un soufisme assez important. Et le mysticisme dans le Maghreb en général et en Tunisie était important et était un phénomène qui a contribué un peu à la nourriture spirituelle d'une partie de la population. Et le soufisme n'est pas violent, comme vous le savez, mais effectivement, il y a pour ceux qui étudient la question religieuse, vous savez très bien qu'il y a des conflits assez importants entre le salafisme et le soufisme, et que le salafisme, et notamment le wahhabisme, refuse le alm al-kalam, c'est-à-dire la science où on disserte de la philosophie de l'islam. Le wahhabisme interdit presque le alm al-kalam, et dans des débats entre soufis et wahhabites, il y a de violentes divergences. Et au vu de la salafisation grimpante, même d'une partie de l'Afrique, effectivement, il y a un recul du soufisme, y compris dans l'Afrique de l'Ouest. Et vous savez très bien que maintenant, de plus en plus au Mali, même au Sénégal, au Niger, on voit une montée assez inquiétante. Donc il y a comme une sorte de, je ne sais pas si je peux dire un impérialisme du wahhabisme, un nouvel impérialisme. Je ne sais pas si on peut parler une mondialisation du wahhabisme, mais il y a une propagation du wahhabisme qui va de l'Afghanistan à la Mauritanie aujourd'hui, et qui malheureusement contribue à la régression d'autres formes de sunnisme, en tout cas à une régression claire du sunnisme ash'arite et du soufisme en Tunisie. Donc, quand on revient à cette question posée à l'échantillon de 1200 jeunes, 32,6% trouvent que le soufisme n'est pas une croyance acceptable. Donc, dans un pays se disant sunnite, c'est un pourcentage assez important. Et donc, vous voyez très bien que c'est 30% pour la violence, c'est 30% qui ne comprennent pas très bien le salafisme, mais qui peut-être trouvent une sympathie pour cela. Et on va voir que c'est le travail des télévisions et des réseaux sociaux qui reposent sur des amalgames, sur probablement des connaissances assez superficielles du phénomène, mais une sympathie qui est le résultat d'un travail de propagande de 30 ans. Donc 12,6% trouvent que le soufisme n'est pas acceptable du tout. Donc voilà ce que pense notre jeunesse aujourd'hui. Donc il y a le lien et vous trouverez tout ça sur le site de l'Observatoire national de la jeunesse. Donc l'exacerbation de l'extrémisme violent, l'intensification des actes de terrorisme commis par des groupes
s'annonçant comme se prévalant de l'islam, a pour origine des variables, comme je vous ai dit, explicatives, ayant eu un effet de multiplication, un effet de catalyse pour cet extrémisme violent. Ceci est entre autres dû au fait que les valeurs de la liberté et de la démocratie, à mon avis, ne sont pas aussi attractives que la quantité d'informations qui inondent les télévisions, mais aussi les réseaux sociaux. Donc le discours ou les théories de la démocratie et de la liberté peuvent être attractives pour des générations de 35 ans à plus, mais des générations de jeunes et d'adolescents. Le discours semble vieillissant, et ceux qui le portent aussi ont un travail à faire, on va dire, de rebranding. Il faut revoir un tout petit peu le marketing de la démocratie et de la liberté. Et ne serait-ce que pour attirer les adolescents, et à mon avis c'est global, hein, c'est-à-dire il s'agit de la jeunesse arabo-musulmane, mais aussi de la jeunesse en général. Donc pour moi la globalisation n'a pas non plus su gagner tous les cœurs, et se pose alors la question des personnes rejetées, pour ne pas dire des déchets de la globalisation. De tout système. Donc dans tout système, il y a les non intégrés, les désintégrés, les perdants, ceux qui doivent se recycler dans d'autres projets. Et effectivement, par rapport à la globalisation, comme elle n'a pas su profiter à tous, et c'est normal, il y a, avant il y avait le libéralisme, le communisme, donc les gens pouvaient se retrouver dans un camp comme dans l'autre. Maintenant, il y a la globalisation, mais il n'y a pas le contre-camp ou l'autre camp. Et c'est très malheureux de dire que les théories djihadistes takfiristes pourraient présenter, pour ceux qui ne se voient pas dans la globalisation, un socle où ils s'appuient pour contrer l'Occident. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Peut-être, et je terminerai avec ça sur le politique, il s'agit là peut-être de la régression de la gauche, la régression de théories intellectuelles, de la gauche dans mon pays aussi, hein, la régression des théories, l'attractivité de la gauche par rapport à la jeunesse, mais aussi, moi j'aime bien le mot paresse, hein, je vais vous parler de la paresse du leadership religieux tout à l'heure. Donc peut-être la paresse des élites et la paresse de la gauche à proposer des alternatives. Donc au couple globalisation djihadisme, parce que c'est un peu triste quand même comme paradigme. Donc maintenant je viens de mes points favoris, donc de la radicalisation et du religieux. Et là je vais me permettre de vous montrer une vidéo un peu kitsch, donc ça va nous permettre de relaxer la salle. On va rire un peu. Donc, je vous ai choisi un échantillon. Où un prêcheur nous propose une recette pour bien frapper sa femme. C'est-à-dire, et voilà, c'est une des choses qu'on trouve sur YouTube. Et donc, en fait, vous allez trouver des variétés extraordinaires de propositions. Celui qui propose de frapper sa femme avec un cure-dent, c'est-à-dire parce qu'il se doit d'être correct. Donc, on a une panoplie de choix, de théories sur comment bien battre sa femme. Alors. Et bien sûr, vous allez trouver ça sur YouTube, et le titre, c'est en français. Hein. Bon, bien sûr, le prêcheur parle en arabe, le sous-titrage est en anglais, mais vous pouvez noter le nom de Cheikh Fawzan, qui est un cheikh fétiche chez les jeunes Français de 19 ans. Et je vais vous parler du cas d'une jeune puéricultrice qui a 19 ans, qui vit au 9e arrondissement, et qui m'a dit, quand on discutait un peu religion, que Cheikh Fawzan, et vous mettez Fawzan sur YouTube, vous allez trouver des leçons sur la religion,
Fawzen est à peu près de la même verve. Hein. Verve, il fait des cours sur comment bien maîtriser sa femme, comment la frapper avec le mouchoir ou الحقوق التي للزوج على زوجته أن يؤدبها إذا نشزت. إيه معنى كلمة النشوز؟ النشوز إما خروج من البيت بغير إذن، أو النشوز هو رفض طاعته في الفراش، أو النشوز نوع من أنواع سوء الأدب في خطابه.